Bien, bonjour. Bienvenue donc à cette deuxième journée du colloque consacré à la notion de forme que la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance du Collège de France organise. Pour cette deuxième journée, et cette matinée plus particulièrement, sera consacrée à la métaphysique et à la philosophie des sciences. Et pour entamer cette journée, je suis heureux d'accueillir le professeur Michael Esfeld de l'Université de Lausanne, qui va donc nous parler de forme, d'objets et de lois en philosophie de la physique contemporaine. Je crois que le titre a changé, qu'il était question de disposition initialement, et que maintenant il sera question de loi. Le contenu sera le même, c'est déjà un point intéressant. Et je tiens juste à vous informer qu'il y aura une pause après l'intervention de Michael Esfeld qui se fera en salle 6, à l'opposé de l'autre côté du hall, à laquelle vous serez tous conviés. Voilà, donc je laisse la parole au professeur Michael Esfeld. Merci beaucoup, Régine, pour l'invitation pour cette conférence. Donc, en effet, on va passer à la philosophie des sciences, mais on ne va pas quitter la métaphysique. Donc, ce que moi, je me considère comme faire en philosophie, c'est de la métaphysique au sens aristotélicien, et par là, j'entends que la métaphysique, ça vient après la physique, et se base sur la physique, et c'est inséparable de la physique. Donc, il y a un continuum entre les deux. Et j'aime bien cette expression philosophia naturalis qui a été très populaire de l'époque de Descartes à Newton, philosophie naturelle, moins populaire aujourd'hui, mais je pense quand même que ça serait la bonne manière de faire de la philosophie. Et si on dit ça, il y a bien sûr ceux qui pensent autrement. Donc, ce que je pense pas comme bonne méthode de faire de la métaphysique, ça serait ce qu'on appelle aujourd'hui naturalized metaphysics, métaphysique naturalisée, moins populaire en France. C'est une idée néopositiviste qu'on puisse déduire la métaphysique de la physique ou de la science comme s'il y avait un chemin royal qui nous conduit des sciences, du formalisme des théories scientifiques directement à des conclusions métaphysiques. Et ça, ce n'est pas possible. Et vous verrez dans la suite du papier tout à l'heure pourquoi ce n'est pas possible. Mais je ne pense pas non plus qu'il y ait un domaine néo-rationaliste d'investigation métaphysique a priori. Donc, métaphysique comme conceptual analysis, analyse conceptuelle, ça c'est un peu comme essayer de nager, mais se mettre jamais dans l'eau. Dans l'eau où il y a les poissons, où il y a les sciences, mais il faut bel et bien avoir une certaine... voir qu'il y ait un propre domaine pour la réflexion philosophique et que ça ne suit pas directement des sciences. Donc, ce que je veux présenter, c'est un exemple de cette méthode appliquée au sujet des objets et des lois. Et en effet, je défendrai une position métaphysique dispositionnaliste, et ce titre disposition, ça a disparu du titre parce que c'est déjà assez long. Donc, physique contemporaine aussi disparu parce que je ne voulais pas avoir un titre trop long. Et parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais comme je vais m'attaquer à la physique newtonienne, c'est tout facile là, et puis passer quelques mots sur la physique quantique, et soutenir ou suggérer, maintenir une position du type suivant. On a des objets, ces objets correspondent à la matière primaire, et puis on a des lois. Et les lois sont ancrées dans des propriétés qui sont des dispositions, et ces propriétés, en tant qu'exprimées par des lois, sont la forme ou les formes. Bon, on verra comment ça se passe. Avant d'entrer en matière, deux mots sur ce que c'est une théorie physique. Toute théorie physique qui parle sur quelque chose a un domaine d'objet. Et on peut appeler ce domaine d'objet l'ontologie primitive de la théorie, c'est-à-dire les entités que la théorie considère comme le référent de son formalisme. Les choses sur lesquelles elle parle, ce qu'elle pose comme élément de la réalité, ça c'est une expression d'Einstein, élément de la réalité. Et tout ceci est primitif parce que, premièrement, ces entités sont regardées comme existantes indépendamment de la théorie. Elles ne sont pas réductibles à d'autres choses à l'intérieur de la théorie en question. Bien sûr, vous pouvez passer à une autre théorie dans laquelle, par exemple, des
particules newtoniennes s'avèrent réductibles à des cordes ou à je ne sais pas quoi, mais à l'intérieur de la théorie en question, ce sont des entités basiques, pas réductibles, et, troisièmement, et le plus important, elles sont posées, elles ne sont pas déduites du formalisme de la théorie en question. Le formalisme en tant que tel ne vous dit pas sur quoi il parle. Donc il faut mettre quelque chose là-dedans comme référent du formalisme, et puis on aura des entités, on sait sur quelles on parle, c'est l'ontologie primitive de la théorie, et typiquement, si on a affaire à une théorie physique, c'est de la distribution, elle parle de la distribution de la matière dans l'espace. Ça, ce sont ces objets, la matière. Et puis, la théorie est là pour faire quelque chose. Elle est là pour formuler des lois. Et ces lois posent des contraintes pour le comportement des éléments de l'ontologie primitive. Elles nous disent ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, selon la théorie en question. Et de façon générale, si on a comme ontologie la distribution de la matière dans l'espace, les lois nous décrivent le développement temporel de cette distribution de la matière, étant donné une configuration initiale. Donc, condition initiale plus les lois vont nous donner le développement temporel de nos objets. Et ça, c'est ce qu'on cherche à expliquer, le développement temporel des objets que pose la théorie de la matière. Et ce qui fait le travail explicatif, c'est certaines entités, certaines propriétés que la théorie introduit et qui sont, je défendrai, la forme. OK. Avec ces préparations, on peut regarder un exemple. On peut regarder un exemple très ancien, Démocrite, l'atomisme de Démocrite. Donc, Démocrite dit, il y a des substances en nombre infini, insécables et impassibles, et des plus sans qualité immutable, qui se meuvent dans le vide où elles sont décimées. Mais lorsqu'elles se rapprochent les unes des autres, ou qu'elles entrent en collision, ou qu'elles s'entrelacent, il résulte de leur agrégation soit de l'eau, soit du feu, soit une plante, soit un être humain, soit une table, soit une chaise, etc. etc. Et Newton nous dit à peu près la même chose. Newton dit à la fin de l'optique, il me paraît très probable que Dieu forma au commencement la matière des particules solides, pesantes, dures, impénétrables, mobiles. Pour que l'ordre des choses puisse être constante, l'altération de corps ne doit donc consister qu'en séparation, nouvelle combinaison et mouvement de ces particules. Donc, l'ontologie primitive de Démocrite ainsi que de Newton, c'est poser des particules qui sont distribuées dans l'espace et qui sont distribuées dans l'espace de telle façon à ce qu'elles soient toujours localisées en un point de l'espace. Soit elles sont indivisibles, rien ne peut être plus petit qu'un point. Elles sont impénétrables dans le sens où, s'il y a en un point donné une particule, il ne peut pas avoir en même temps, en ce point, une deuxième particule. La deuxième particule va se localiser ailleurs, etc. De sorte qu'on a à chaque instant du temps un nombre déterminé des particules qui sont discernables parce que chaque particule se distingue de toutes les autres par sa position dans l'espace. En un moment donné, il y a de l'espace vide entre les particules et il y a, comme deuxième fait primitif, le changement des positions des particules dans le temps. Donc le mouvement, la vitesse, ainsi dire, une trajectoire des particules dans le temps. Et ces particules sont introduites dans la théorie parce qu'elles sont supposées expliquer les phénomènes observables. Comme le dit Démocrite, si ces particules se rapprochent les unes des autres, entrent en collision, s'entrelâchent, il résulte de leur agrégation, soit de l'eau, soit du feu, soit une plante, soit un être humain. Donc les choses macroscopiques, les phénomènes observables sont composés des particules et les différences entre les objets macroscopiques, la différence entre la table, la chaise, Benoît Gaultier, de l'eau, etc., s'explique par différentes configurations des particules, donc par leur arrangement spatial, plus le mouvement. Et Newton dit la même chose. Pour que l'ordre puisse être constant, l'altération de corps ne doit consister qu'en séparation, nouvelle combinaison et mouvement de ces particules. Donc leur configuration et la manière dont la configuration se développe dans le temps expliquent les propriétés phénoménales
phénoménaux des objets macroscopiques. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des lois de mouvement. Et ce qui distingue Newton de Démocrite, c'est que Newton formule des lois de mouvement, tandis que Démocrite s'arrête là. Donc, Démocrite n'avance pas des lois, donc nous n'avons pas vraiment une théorie physique là. Mais avec Newton, nous avons une théorie physique qui marche de la manière suivante. Newton pose, à nouveau, il pose quelque chose. Pour les particules, vous voyez, voilà, c'est clair, c'est du XVIIIe siècle, dans ce Dieu qui a créé le monde en formant des particules, mais il n'y a pas une formule mathématique à partir de laquelle Newton peut déduire qu'il y a des particules dans le monde. C'est ce qu'il pose. Il dit, voilà, assumons, faisons l'hypothèse que Dieu a créé le monde en plaçant des particules dans l'espace vide, et, étant donné des lois pour les particules, ça va faire un travail explicatif. Ça va nous expliquer les différences entre les objets macroscopiques qui nous sont familiers. Mais c'est pas on peut déduire ça du pas, c'est quelque chose, un postulat métaphysique qu'on a ces particules, et puis après il y a le travail physique sous forme des lois de mouvement, et si ça marche, si ça explique, si ça rend intelligible le monde tel qu'il nous est familier, on est content. Voilà. Donc il nous faut des lois de mouvement. Et Newton pose à nouveau, il pose une certaine forme de mouvement, c'est-à-dire le mouvement inertial, le mouvement constant, à vitesse constante, en ligne droite, sans rotation, sans accélération, comme état naturel des particules qui ne demandent aucune explication. Et ce qu'il cherche à expliquer, c'est le changement d'état de mouvement, plus précisément, le changement de vitesse. Et il introduit maintenant des forces pour expliquer le changement de vitesse, et ces forces, on peut les ramener à certaines propriétés des particules, notamment sa masse inertielle, sa masse gravitationnelle. Donc on a la première loi du mouvement qui simplement pose que le mouvement inertiel est l'état naturel, et puis on a la deuxième loi du mouvement qui met la force en lien avec l'accélération, le changement, le développement temporel de la vitesse, et la seule force pour laquelle Newton nous donne une loi, c'est la gravitation. Donc, si on a deux particules qui possèdent chacune une masse, distance, une certaine constante, on peut calculer une force, et cette force aura pour effet que la vitesse de ces particules se développe d'une certaine manière dans le temps. Donc, enfin bref, et je glisse là sur la discussion s'il faut admettre des forces en dessous des propriétés telles que de la masse. Non, je ne peux pas donner un argument pour ça maintenant, sauf de dire que c'est une position plus parcimonieuse, de dire que c'est la masse qui suffit. Si on a deux particules qui possèdent une masse, en vertu du fait que ces particules possèdent une masse, elles s'attirent mutuellement. Et c'est tout. On n'a pas besoin de plus pour l'ontologie. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire une distinction entre, d'une part, des traits comme position et le développement temporel de la position, de la vélocité, et le changement en termes de développement temporel de la vélocité, l'accélération, qui concerne simplement le développement temporel des objets et des propriétés qui sont introduites pour expliquer ce développement temporel, tel que la masse chez Newton au XIXe siècle, la charge. De sorte qu'on arrive au schème général suivant. Vous avez votre matière primaire, vos objets, dont vous cherchez à expliquer le développement temporel. Ça peut être la position de ces objets, ça peut être, c'est une théorie de premier ordre, les dérivés de position, la vitesse, ça peut être l'accélération. Et maintenant, la théorie introduit certaines propriétés qui engendrent, qui expliquent, qui vous permet de calculer comment ces objets se développent dans le temps. Et ces propriétés sont des dispositions. Pourquoi? Parce que ces propriétés sont introduites par un rôle causal fonctionnel qu'elles exercent. Donc vous introduisez la masse, et qu'est-ce que la masse gravitationnelle? C'est la propriété en vertu de laquelle les objets s'attirent d'une certaine manière. Qu'est-ce que la charge?
c'est la propriété en vertu de laquelle des particules chargées s'attirent, se repoussent d'une certaine manière, etc. Donc, l'explanandum, ce que vous cherchez à expliquer, le développement temporel de vos objets, dans la situation la plus simple, la trajectoire des particules dans l'espace, c'est la manifestation d'une disposition, et ce qui fait le travail explicatif, ces propriétés-là, sont des dispositions parce que la seule raison pour les admettre, la seule raison pour les introduire, c'est que le fait de posséder ces propriétés a un certain effet sur le développement, sur le comportement de ces objets. Il faut bien être au clair que la masse, la charge, ce sont des propriétés théoriques. Vous ne pouvez pas les voir. Vous voyez que cet objet tombe, et vous voyez par la masse ou une force. Ensuite, c'est l'explication qui donne la théorie de Newton. Je vais donner d'autres explications. Et que, en vertu de que cet objet-ci possède une masse, et c'est en vertu de sa masse que ça tombe, etc. Donc, vous introduisez des propriétés, et ces propriétés sont des dispositions, mais des dispositions pas au sens de potentiel aristotélicien, mais parce que ce sont bel et bien des propriétés réelles et actuelles qui sont là parce que, on peut aussi dire power en anglais, pouvoir, des pouvoirs, mais bon, ça peut être aussi des associations non bienvenues, qui sont là parce qu'elles font un certain travail. Et maintenant, on peut appliquer tout le vocabulaire philosophique qu'on veut. Donc, si on veut avoir de la causalité dans la physique, et je pense qu'il y a des très bonnes raisons d'avoir de la causalité dans la physique, ces dispositions sont des causes, et le développement temporel est l'effet. La seule chose, c'est qu'il faut abandonner l'idée qu'il passe du temps entre cause et effet. Ça, c'est simultané, mais bon, ça ne fait rien. Et pour notre sujet, les dispositions sont les formes. Pourquoi? Parce que littéralement, elles forment la matière. Et ça veut dire quoi? Si nous avons à faire la physique des particules élémentaires, ça forme en déterminant la tâche que performe la forme, c'est de déterminer le développement temporel. Et c'est tout ce qu'il y a comme forme en physique. Déterminer le développement temporel des objets de l'ontologie primitive, c'est-à-dire, dans notre exemple, la trajectoire des particules. Voilà. Donc, quelques précisions au sujet des dispositions. J'ai dit que ce sont des propriétés qui fixent la forme du développement temporel de X. Et X, dans notre exemple, sont des particules, donc quelque chose qui est admis comme matière primaire, dont on cherche à expliquer le développement temporel. Je n'ai pas dit que ces propriétés engendrent le développement temporel, que les dispositions engendrent, produisent littéralement le développement temporel, parce que, en ce cas-là, il y a des gens qui disent ça, mais dans notre contexte, pour l'instant, ça serait un peu trop dire. Dans ce cas-là, les dispositions, et ainsi dire la forme, engendraient la direction ou le passage du temps. Mais pour Newton, le mouvement des particules est primitif et le temps est absolu, c'est-à-dire il y a un temps absolu qui passe de toute façon, donc ce n'est pas des propriétés telles que la masse qui font le travail d'expliquer la direction, le passage du temps. Et il y a de toute façon du mouvement. Ces propriétés, ces dispositions sont là uniquement pour changer l'état de mouvement des particules. Donc toute déviation du mouvement initial est expliquée par ces propriétés-là. Mais même s'il n'y avait pas de masse, de charge, etc., les particules seraient en mouvement de manière primitive. Et maintenant, tout ça s'applique, de Newton s'applique pour toute la physique classique. Si vous avez des champs classiques, voilà, c'est à nouveau la même chose sous un autre nom. C'est un champ classique, ce sont des dispositions pour l'accélération des particules. Le champ signifie que s'il y avait une particule en un certain point de l'espace, à un certain moment du temps, cette particule changerait, s'accélérerait, changerait son état de mouvement d'une certaine manière. Si vous passez à la théorie de la relativité générale, vous n'avez plus la masse de Newton, mais vous avez des propriétés métriques. À nouveau, ce sont des dispositions. Pourquoi? Parce qu'elles
fixe la couverture de l'espace-temps, les géodèses, et par là, à nouveau, la forme du mouvement des particules, comme les champs classiques. Donc la théorie de la relativité générale vous donne une autre explication de la gravitation, mais ça c'est de la physique. Le schème, l'idée reste la même, il y a certaines propriétés, et en ce cas-là, ce sont les propriétés métriques de l'espace-temps, qui sont des entités théoriques et qui sont introduites parce qu'elles exercent une certaine fonction, elles exercent un certain rôle causal fonctionnel. Ce rôle consiste en déterminant le mouvement de la matière première, et en ce sens, ces propriétés sont la forme parce qu'elles forment le mouvement des particules. Il y a des gens qui n'aiment pas les dispositions. Molière ne les a pas aimées. Il a associé avec la vertu dormitive de l'opium pour faire une caricature, pour dire que les dispositions n'expliquent rien. Mais bien sûr, la vertu dormitive de l'opium n'est pas une propriété qui est reconnue en physique. En physique, on a des dispositions éparses. On a, en mécanique classique, uniquement des dispositions pour l'accélération des particules, et on peut généraliser ça en disant que dans n'importe quelle théorie physique, vous trouvez uniquement des dispositions pour la forme du mouvement des objets. Et un modèle d'explication, c'est l'explication par unification, et c'est un schème d'unification des explications. Toute explication consiste en trouvant quelque chose qui accélère quelques objets primitifs de matière primaire, et par la vertu dormitive de l'opium et des choses comme ça. Donc il n'y a pas une inflation des dispositions, mais très peu de dispositions. Donc il n'y a pas d'ignorance des mécanismes de mouvement des particules. Si vous dites que l'opium a comme effet que les gens s'endorment, et vous vous arrêtez là, vous ignorez le mécanisme, vous ignorez comment l'opium fait que les gens s'endorment après avoir consommé de l'opium. Ici, en physique, vous avez affaire justement au mécanisme de mouvement des particules, et les dispositions concernent justement ces mécanismes, et tous les restes étaient expliqués sur cette base, comme on a vu dans les citations de Démocrite et Newton tout à l'heure. On peut faire l'objection, on peut se poser la question, mais pourquoi la masse se manifestait comme attraction universelle, la charge se manifestait comme attraction et répulsion? Autrement dit, on peut se poser la question de savoir pourquoi de telles lois sont-elles valides. Eh bien, là, on ne peut plus répondre. Mais ça, c'est pas grave. On ne peut pas demander à la physique ni à la métaphysique d'expliquer pourquoi certaines lois de la nature sont valides. Les explications doivent s'arrêter quelque part. Et si on est arrivé aux propriétés fondamentales, si on a dégagé, si on a révélé le rôle causal fonctionnel qu'exercent ces propriétés, on a fini, on a fait son travail. On ne peut pas faire plus de travail. Donc, pour résumer sous l'aspect du loi, les lois dynamiques, c'est-à-dire les lois qui concernent le développement temporel de quelque chose. Et moi, je pense que toute loi est dynamique, mais c'est autre chose. Dans un monde M, survient sur les dispositions qui existent en M. Donc, d'où viennent les lois de la nature? Ces lois sont ancrées dans des propriétés qui sont les formes, qui sont dans le sens littéral parce qu'elles forment la matière. Et une fois données ces propriétés, une fois ces propriétés-là dans le monde, on a les lois. On a reçu les lois gratuitement. Ce que c'est la notion de survenance veut dire, vous recevez quelque chose gratuitement. Et le rôle épistémique, la fonction épistémique des lois est de révéler le rôle causal fonctionnel qu'exercent les dispositions. Ça vous engage à admettre une modalité objective dans le sens suivant: dans chaque monde dans lequel la disposition D existe, elle exerce le même rôle causal fonctionnel. Pourquoi? Parce que ce rôle causal fonctionnel, c'est son essence. C'est ce que est la propriété, de sorte que vous aurez la même loi dynamique. Donc, ça peut paraître comme tellement trivial que ça va de soi, mais je vais passer une parenthèse 3 minutes pour vous dire pourquoi ce n'est pas trivial. Ce n'est pas trivial parce qu'il y avait un type qui s'appelle David Hume qui a introduit toute une tradition d'empirisme qui va jusqu'à nos jours. Donc David Lewis
et les Humiennes de Bertrand Russell, entre les deux, le plus éminent du XXe siècle. Et ces gens ont développé une position métaphysique qui s'appelle métaphysique humienne, et ils n'aiment pas du tout la modalité objective. Et comme les dispositions nous engagent à accepter de la modalité objective, elles sont comme Molière par rapport à des dispositions, elles ne veulent en rien savoir. Et nous disent que le rôle causal fonctionnel des propriétés n'est pas essentiel, c'est-à-dire ce n'est pas essentiel pour la masse de se manifester comme attraction universelle, etc., mais contingente. Et contingente veut dire qu'on peut avoir les mêmes propriétés dans différents mondes possibles, mais le rôle causal-fonctionnel qu'exercent ces propriétés varie d'un monde à l'autre, dépendant du mosaïque humien, c'est-à-dire de la distribution de la matière en entier. De sorte qu'on a premièrement la distribution de la matière dans tout l'espace-temps, et après, une fois donnée cette distribution, vient le rôle causal fonctionnel des propriétés comme quelque chose de contingent qui dépend de toute la distribution de la matière. Et c'est une position métaphysique bizarre. Je ne sais pas s'il y a des adhérents dans la salle, mais je défends quand même que c'est bizarre. Pourquoi est-ce que c'est bizarre? Parce que ça nous engage à quelque chose qui a en anglais on dit it smells a bit fishy, qui a l'air de quelque chose ne va pas bien, c'est un peu un mauvais poisson qui vous est servi et on met beaucoup de la sauce empiriste là-dessus, de sorte que vous ne voyez pas que là, j'espère que c'est du vendredi aujourd'hui, j'espère à Paris on aura du bon poisson et il n'y a pas des humiennes. Mais voilà, le humianisme nous sert de mauvais poisson. Pourquoi? Imaginez un monde M1 dans lequel certaines propriétés exercent le rôle de charge, d'autres le rôle de masse. Vous passez maintenant à un monde M2 dans lequel il est possible que les propriétés qui exercent le rôle de charge dans M1 exercent maintenant le rôle de masse et l'inverse, de sorte que des propriétés des mêmes types peuvent une fois jouer le rôle de charge, une autre fois jouer le rôle de masse. Et ça implique que les propriétés ne sont pas des formes, ils sont quelque chose qui a une essence qui est une qualité pure qui est indépendante de tout rôle causal fonctionnel. Et cette position, ou cette qualité pure, on appelle une quiddité, et on arrive alors à la position qui s'appelle une quidditas. Quid est la propriété, et une qualité pure, on ne peut pas dire ce que c'est, et pour cette raison, le quidditisme par rapport aux propriétés, c'est comme le hexétisme par rapport aux individus. Le hexétisme par rapport aux individus dit que Hubert Humphreys, c'est l'exemple dans la littérature, il était l'adversaire, il a perdu l'élection américaine contre Richard Nixon en 1969, mais il aurait pu gagner l'élection. Donc Hubert Humphreys aurait pu être président américain. Mais Hubert Humphreys aurait pu aussi être un verre d'eau. S'il y a du hexétisme, aurait pu être un œuf bien cuit, servi au petit déjeuner, etc. Donc, le hexétisme soutient qu'un individu possède quelque chose, son identité consiste en quelque chose qu'on appelle un primitive business, le fait primitif d'être cette chose-ci. Vous pouvez remplacer toutes les propriétés, mais ça reste le même individu. Ça peut être un président dans un monde et un œuf dans un autre monde, etc. Et ça, c'est bien sûr une position très bizarre, très absurde. Mais le quidditisme par rapport aux propriétés est exactement la même chose. La même propriété peut être une masse dans un monde, dans un autre monde, une charge, etc. Donc tout ça devient une métaphysique très baroque. Vous multipliez les mondes possibles et les différences entre des mondes qui sont des différences qui ne font pas de différence, qui sont uniquement des différences dans quel individu, quelle qualité pure vous avez dans un monde, d'une manière inflationniste. En bref, il n'y a aucune motivation pour introduire une différence entre le rôle causal fonctionnel qu'exercent les propriétés et leur essence. Parenthèse fermée. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut admettre des dispositions. C'est une métaphysique nettement mieux que le humianisme. Voilà. Passons maintenant à mon deuxième exemple. Prenons
10, maximum 12 minutes pour nous plonger dans la mécanique quantique. Donc, pour résumer, j'ai utilisé cet exemple, et c'est une bonne raison d'avoir effacé physique contemporaine dans mon titre, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé sur la physique contemporaine. Donc, l'idée était que vous avez une certaine matière primaire, exemple physique newtonienne des particules, ça c'est la matière première. Et maintenant, la théorie introduit des propriétés de cette matière qui sont des entités théoriques, qui sont des dispositions et qui sont des formes parce qu'elles forment, elles déterminent, elles forment le développement temporel. Et la seule forme qu'on a là, ce n'est pas le scolasticisme à la Molière, caricaturé par Molière, la seule forme qu'on a, c'est la forme du mouvement de ces particules. Et la forme du mouvement, c'est la vélocité et le changement de la vélocité dans le temps. C'est tout qu'on a en physique. Et le défi ou l'hypothèse audacieuse est qu'avec un repas tellement maigre, uniquement des particules et des dispositions qui sont des dispositions pour certaines manières de mouvement, vous pouvez expliquer tout. Et moi, je pense que ce réductionnisme, dans un certain sens, il est vrai, mais parce que ce n'est pas le sujet pour maintenant. Maintenant, prenons un deuxième exemple qui, à première vue au moins, rend l'affaire plus compliquée, à savoir la physique contemporaine, la mécanique quantique. Et si vous rencontrez la mécanique quantique, on va vous tout de suite formuler un problème au sens philosophique qu'on peut mettre sur papier la trois propositions, et la conjonction de ces trois propositions est une contradiction. Et puis et tout le perplexe consiste dans le fait que ces trois propositions sont une contradiction, et tout le débat consiste dans la question à savoir comment la résoudre. Alors la première proposition dit que, je prends la de Maudlin parce que il est bien clair, et ça c'est la formulation standard de ce qu'on appelle le problème de la mesure en physique quantique, dit que la description d'un objet par sa fonction d'onde psi, c'est l'animal mathématique que cette théorie introduit pour décrire le monde, est une description complète de l'objet. C'est-à-dire, cette description saisit toutes les propriétés que l'objet possède à un moment donné du temps. Cette fonction d'onde psi se développe dans le temps, et se développe toujours dans le temps, selon une équation linéaire dynamique comme l'équation de Schrödinger. Ça, c'est ce que la théorie dit A et B. Et C nous dit que lorsqu'on effectue une mesure, on obtient de façon générale un résultat déterminé. Si je veux savoir où ce verre est, si je regarde, le résultat déterminé est que le verre est ici et pas là au fond de la salle, etc., mais bel et bien ici. Ou si, par exemple, on mesure le spin d'un électron dans une direction de donnée, on obtient un résultat exprimé par une position déterminée de l'aiguille et de l'appareil de mesure. L'aiguille est soit dans une position qu'on dit spin plus, là, le spin, c'est une propriété qui ne peut avoir que deux valeurs possibles, soit dans une position qu'on dit spin moins. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir A, B et C? Parce que la description de cet animal-ci d'un objet est telle que cette description attribue normalement à l'objet non seulement une seule valeur déterminée d'une propriété, mais une superposition des valeurs. Donc, typiquement, cette fonction d'onde va décrire un électron comme étant dans un état qui est une superposition entre spin plus et spin moins. Et si vous avez une équation linéaire telle que l'équation de Schrödinger, ces superpositions vont continuer pour toujours. Vous n'aurez jamais la possibilité de vous en sortir. Et même si vous commencez avec un état tel que l'objet est ici, l'objet possède spin plus, cette dynamique aura pour conséquence que dans le temps, cet objet va entrer dans des superpositions d'états, donc n'aurait pas des valeurs précises. Vous connaissez certainement tous l'exemple du pauvre chat de Schrödinger, qui est mis en interaction avec un objet quantique, et ça, pour le pauvre chat, a pour effet que le chat n'est ni vivant ni mort, mais dans un état limbo de superposition entre mort et vie. Et ces choses, on n'observe pas. Lorsqu'on fait une observation, on n'observe pas une superposition, mais on obtient un résultat déterminé. Donc, ce problème de la mesure n'est pas le problème d'une mesure, ça n'a rien à voir
avec faire des mesures, ça n'a rien à voir avec de l'instrumentalisme. C'est le problème que j'ai mentionné au début de mon exposé, à savoir le problème, la question de savoir quel est le contenu empirique de la théorie physique en question. Le formalisme en tant que tel ne vous donne pas de contenu empirique. Et ça, c'est évident dans ce cas-là, et on peut faire cet exercice philosophique de mettre sur pied un problème, de sorte qu'on voit si on prend A et B comme formalisme de la théorie, ça implique non C, et on n'a pas de contenu empirique. Mais bien sûr, si on fait de la physique, on veut avoir, bien sûr, je dirais, mais il y a une minorité qui ne sera pas d'accord, mais pour moi, c'est bien évident, bien sûr, on veut avoir du contenu empirique, donc on veut avoir C. C'est ce qu'on cherche à expliquer. Pourquoi est-ce que le verre est ici? Et il est ici, c'est un fait. Alors, et maintenant, à nouveau, pure logique, bien que beaucoup de gens ne veulent pas l'admettre. Alors, s'il y a du contenu empirique, something has to go. Ou bien non A, ou bien non B. Vous devez abandonner soit cette proposition, soit cette proposition. Vous n'avez pas de possibilité d'échapper à abandonner une des deux propositions. Voilà. Autrement dit, maintenant, vous devez poser, et maintenant là vous voyez pourquoi ces outils que j'ai introduits au début et qui vont tellement de soi parce que la physique classique ne vous pose pas explicitement ce problème. Pourquoi vous avez besoin de poser une ontologie primitive de distribution de matière dans l'espace-temps comme référent du formalisme? Pourquoi vous devez le poser? Le formalisme ne vous donne pas. Et si vous restez là, vous vous en sortez jamais. Mais c'est possible et c'est fait, et vous avez plusieurs candidats. En effet, tous les candidats de la métaphysique classique, de ce que c'est de la matière. Vous pouvez, sans autre, postuler des particules, dire que vous avez des particules. Et particules signifie particules, c'est-à-dire quelque chose qui est localisé en un point de l'espace-temps et qui a une trajectoire dans l'espace et dans le temps, et qui n'est pas en superposition et de telle chose, ça c'est du bullshit. Donc, si vous rejetez, parce que là vous devez rejeter la proposition A, vous devez dire que la fonction d'onde si décrit les distributions possibles, les configurations possibles de matière, mais elle n'est pas suffisante pour sélectionner la configuration actuelle de la matière, donc vous rejetez non A. Il y a une théorie physique précise remontant à De Broglie, un Belge déjà de 1928, développé par Bohm, comment ça peut marcher. Mais vous pouvez aussi changer la loi, l'équation de Schrödinger, mettre une autre équation. Ces trois physiciens italiens, Girardi, Rimini et Weber, ont fait ça en 1986. Et c'est pour ça que j'ai mis l'équation GAW. C'est égal, vous changez la loi de Schrödinger pour intégrer, en guillemets, la collapse de la fonction d'onde, de sorte que vous avez vos objets localisés en des positions précises et que ces superpositions disparaissent. Et l'ontologie qui en résulte, c'est ce qui nous intéresse, c'est simplement une ontologie de distribution de matière, densité de matière, plus précisément densité de masse dans l'espace. Pas des particules individuelles, mais something like a primitive stuff, une matière primitive qui est répandue dans tout l'espace. Mais vous pouvez aussi, sur la base du même formalisme, proposer une ontologie plus éparse. Jean Bell a fait ça en 1986 en disant que vous avez uniquement une distribution éparse d'événements ces événements correspondant formellement à ce fameux collapse de la fonction d'onde, que John Bell, ou plus tard, les a appelés des flashes. Donc, vous pouvez avoir des particules, une distribution, une sorte de matière primitive stuff, ou des événements, et en tout cas, vous avez le schème que je vous ai montré avant, parce que, en ce cas-là, la fonction d'onde quantique fait partie de la loi qui décrit le développement temporel de la distribution de la matière dans l'espace-temps. Autrement dit, vous pouvez très bien maintenant développer une ontologie dispositionnaliste, que je vous ai montré, en disant que la fonction d'onde fait référence à une propriété dispositionnelle des objets qui fixe la forme de leur développement temporel. Donc rien de nouveau, rien de pas. J'aurais une qualification à ajouter tout de suite. En ce qui concerne l'ontologie basique, rien de nouveau en physique quantique. Matière dans l'espace, loi pour le développement de cette matière, loi qui fait référence à une propriété dispositionnelle de la matière qui fixe la forme de leur développement temporel. Matière et forme
comme avant. Et maintenant, vous pouvez appliquer ça aux trois théories mentionnées. Dans la théorie de Bohm, vous avez une disposition des particules qui, étant donné la position des particules en un moment du temps donné, fixe la vélocité. C'est une théorie qui est encore plus simple que celle de Newton parce que vous n'avez plus besoin de passer par l'accélération. C'est directement, uniquement théorie de premier ordre, position et développement dérivé temporel de la position, c'est-à-dire la vitesse. Dans la théorie de la densité de masse, avec la loi non-Schrödinger-GW, vous avez une disposition de la masse, de la matière. Masse veut dire uniquement stuff, il y a comme si vous avez du lait, de l'eau, du beurre répandu dans cette salle, de se concentrer spontanément en certaines localisations. Pour les flèches événements, vous avez une disposition de ces événements d'engendrer d'autres événements du même type. En bref, vous avez un certain rôle causal fonctionnel qui est essentiel pour cette propriété. La loi survient sur la propriété dispositionnelle des objets. Et la seule chose qui change, si on passe de la physique classique à la physique quantique, c'est que cette disposition est une propriété holistique, une seule propriété de la configuration de tous les objets. C'est la non-localité quantique, la non-séparabilité quantique, l'intrication quantique, ce qui est derrière le principe de superposition. Il n'y a pas derrière ce principe cette stupidité de penser que des objets peuvent être en même temps en plusieurs localisations ou que des chats peuvent être vivants et morts. C'est joli pour des caricatures, mais ça c'est bien sûr bullshit pour la poubelle. Ce qui est là derrière, ce qui est la chose philosophiquement intéressante, c'est une certaine sorte de holisme, dans le sens précis que vous avez une seule propriété, une seule instantiation d'une propriété. Pas une distribution de masse comme dans la physique de newtonienne, comme chaque objet porte intrinsiquement sa masse. Vous avez une seule propriété pour toute la matière qui forme le développement temporel de la matière comme tout. Une seule forme de la matière. Et à nouveau, si vous regardez ces théories, vous le voyez dans la théorie de Bohm, vous avez une seule propriété holistique qui, étant donné la position de toutes les particules, cette propriété est exprimée par la fonction d'onde universelle, la fonction d'onde de l'univers, fixe la vélocité, vous avez la disposition de toute la densité de masse de tous les événements, et vous avez alors une loi non locale. Voilà, ça c'est la seule chose qui change, et le reste, c'est Schallendrauch, je ne sais pas ce qu'on dit en français, on dirait en allemand, qu'il faut, ou comme Hume a dit, qu'il faut mettre tout de suite à la gift, put it into the flames, it does not have any worse. Ok, très brièvement, si vous me laissez encore 3-4 minutes, 3 minutes, on a commencé 3 minutes plus tard, qu'est-ce qui change si on passe, si on va encore plus loin dans la physique contemporaine, si on va de la mécanique quantique à la théorie des champs quantiques? Rien ne change. Change quelque chose au sens où vous devez ajouter, vous devez tenir compte du fait que le nombre de particules ne reste pas constant, il est possible de créer et d'annuler des particules, donc la configuration a plus de poids, mais philosophiquement, à nouveau la même chose, vous avez une distribution de la matière dans l'espace, une loi pour son développement temporel, et cette loi fait référence à une disposition. Si vous passez à la gravitation quantique, la chose devient spéculative parce qu'une théorie physique de gravitation quantique n'existe pas encore. Mais dans les approches qui existent, vous n'avez plus l'équation de Schrödinger, mais une équation développée par les physiciens Wheeler et de Witt, dans laquelle la fonction d'onde est stationnaire. Et ça implique que ce collapse de la fonction d'onde ne peut pas avoir lieu si la fonction d'onde ne se développe pas dans le temps. Donc ça exclut, si ça tient, la position non B de rejeter dans notre problème la proposition B et de changer la loi fondamentale. Dans la gravité quantique, ce qui se passe, c'est que c'est une théorie qui est unifiée. Ça, c'est l'aspect intéressant qui se propose d'unifier dans un sens physique précis, pas comme dans les idées des philosophes. Descartes a peut-être déjà eu l'idée de réduire la matière à l'espace, ou Spinoza, mais ils n'ont pas fait une théorie physique précise. Unifié dans le sens suivant, l'espace physique n'est plus d'un arrière-plan dans lequel vous pouvez insérer de la matière, mais il devient lui-même un objet quantique, c'est-à-dire l'espace et matière deviennent une seule entité par contraste à la distribution de la matière dans l'espace. La même chose pour le temps, vous ne pouvez plus avoir le temps physique externe, mais
Et ça, c'est la chose intéressante. Vous pouvez bien sûr toujours avoir un développement temporel. Et ce développement temporel va être engendré maintenant par la loi, c'est-à-dire la propriété holistique et dispositionnelle, c'est-à-dire la forme. C'est-à-dire ce que j'ai exclu pour Newton, comme dans cette théorie, ça n'a pas encore lieu, mais maintenant, si on passe dans les approches contemporaines, il semble que si on veut avoir un développement temporel, il faut bien avoir un développement temporel si on veut regagner les phénomènes, il faut que la forme, la propriété dispositionnelle, la loi fait cet exercice. Et on peut regarder, donc, maintenant l'approche GRW est out. Si on reste avec l'approche de Bohm, on peut voir comment ça fonctionne dans la théorie. Je saute là-dessus maintenant. Donc, ce qui est important, c'est que ça devient un peu plus radical, mais le schème reste le même. Vous avez une matière. Dans ce cas-là, ça doit être une espèce matière, ça peut être une configuration d'atomes d'espace, par exemple, et vous avez une seule instantiation d'une propriété holistique de cette matière, comme tout, qui engendre quelque chose qui, si vous passez à l'échelle classique, devient le développement temporel de cette configuration. Donc, pour résumer, très brièvement, vous avez de la matière primaire et des formes, au sens des propriétés qui forment le développement temporel de cette matière. Ces formes fixent les lois. Dans la physique classique, y compris la mécanique quantique, c'est la distribution de la matière dans l'espace, loi pour son développement temporel, et ce qui est spécifique pour la mécanique quantique, c'est que la loi est non locale, c'est-à-dire que la forme est une seule disposition holistique de toute la matière, et si vous passez à la gravité quantique, vous avez une unification espace-temps avec la matière, et la forme de cette matière, c'est ce qui engendre littéralement son développement temporel, ce qui construit littéralement sur la base d'une configuration espace-matière initiale, l'espace-temps 3 plus 1 dimension qui nous est familier. Donc, je saute l'argument final contre le humanisme parce que je ne crois pas qu'il y a des humiens à Paris, et si oui, on peut y revenir tout de suite. Pour conclure en disant que j'ai essayé de vous montrer comment la physique et la métaphysique sont inséparables. Vous avez besoin de la métaphysique pour savoir quels sont les objets de la physique, pour mettre un peu de l'ordre là-dedans, pour avoir à disposition cette distinction entre matière et forme, et pour voir clair quel est le statut des lois. Et vous pouvez ni déduire ça de la physique, ni arriver aux propositions que j'ai essayé de vous rendre plausible en restant dans votre fauteuil, en faisant de la métaphysique a priori. Ce qu'il nous faut, c'est une philosophie naturelle, comme à l'époque de Descartes et de Newton. Merci. Voilà.